Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous présente mes 3 dernières lectures que j'ai lues début septembre. Je pense que ce format revue livresque en cours sera récurrent pour qu'il y ait plus de vidéos et pour que ce soit moins long en fait tout simplement. Voilà, donc du coup je me suis dit que là j'en ai lu 3. Pour une première revue livresque courte et pratique. Je suis quelqu'un qui n'a pas un très grand taux de concentration. Je trouve que voilà, c'est très difficile pour moi de regarder des vidéos trop longues. Donc du coup, j'aime bien quand c'est chapitré. C'est pour ça que d'ailleurs je le dis, il faut que je trouve une solution pour que ça apparaisse. Mais dans la description, il y a la timeline pour que vous puissiez directement aller au livre qui vous intéresse. Je fais une timeline pour que s'il y a des personnes qui sont comme moi et qui n'ont pas une grande capacité de concentration ou qui voilà, ont envie d'aller directement au vif du sujet sur le livre qui les intéresse, je fais ça. Donc n'hésitez pas à aller checker. Normalement, je vais essayer de trouver une solution pour que ça apparaisse sur le curseur de vidéo. Bref, j'ai fini de blablater et on peut commencer tout de suite. Donc j'ai d'abord lu en septembre de Colm Tóibín, Brooklyn, publié au livre de poche. Pour la petite anecdote, je l'ai acheté l'année dernière à la rentrée littéraire 2024, mais en fait, j'avais zioté Long Island qui sortait en grand format chez Grasset, qui est dans ma bibliothèque, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un genre de tome 1 de préquel, qui est celui-ci, parce qu'en fait, le résumé de Long Island m'avait vachement interpellée, et quand j'ai su qu'en fait c'était la suite, je me suis dit mais je peux pas lire un livre sans avoir lu la suite, donc c'est chose faite. J'ai commencé par celui-là et je lirai Long Island je pense en 2026. Du coup on suit une jeune fille qui s'appelle Ellis et qui est irlandaise et qui vit dans une petite ville qui s'appelle Enniscorthy dans les années 50. Elle vit avec sa sœur et sa mère, ses frangins vivent en Angleterre. Ellis a l'opportunité, grâce au prêtre, qui lui trouve un emploi à New York. C'est un gros chamboulement pour elle, du début à la fin de son périple pour les États-Unis, mais elle va de Carrie dans Scylla, cette jeune fille. Son trajet pour aller en Angleterre récupérer le bateau se déroule pas hyper bien. Le trajet en bateau, c'est cataclysmique, ça se passe pas bien non plus. Elle arrive aux États-Unis, elle a le bal du pays. C'est compliqué pour elle aussi. Franchement, la pauvrette, il n'y a rien qui va pour elle au début. Et puis, petit à petit, donc elle commence à bosser à New York, elle commence à se familiariser avec les filles parce qu'elle vit chez une dame qui héberge plusieurs jeunes filles qui sont un peu comme elle, pas mariées, qui sont jeunes, qui travaillent. On est plongé au cœur de New York. J'ai beaucoup aimé comment le New York des années 50 est retranscrit dans ce livre. Les balles, j'avais grave envie de mettre une robe et d'aller danser avec les filles parce que il y avait vraiment une ambiance particulière parce qu'en fait elle va en plus dans des bals irlandais à New York et il y a une ambiance avec une musique, enfin franchement j'avais l'impression d'entendre les musiques folkloriques et tout d'Irlande. C'était vraiment hyper bien retransmis. Elle fait la rencontre de Tony, la rencontre avec Tony va un peu bousculer aussi son petit cœur à notre chère Ellis. Et puis, sa vie s'écroule quand il se passe quelque chose et qu'elle doit rentrer en Irlande. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le fait que Ellis est constamment tiraillée entre son envie de liberté, d'être une femme libre, et à la fois son devoir, entre guillemets, et cette pression sur les femmes des années 50 de trouver un mari, de faire des enfants, de devoir constamment prouver sa valeur parce que c'est une femme, et de devoir prouver pour qu'elle puisse gravir les échelons. C'est une femme à la fois hyper indépendante, mais aussi hyper, mine de rien, soumise à la société des années 50, et c'est hyper paradoxal. Et en fait, elle est constamment tiraillée entre aussi l'Irlande et les États-Unis. J'ai trouvé que l'ambiance new-yorkaise, le monde, les descriptions des rues, Manhattan, Brooklyn, c'était hyper bien retransmis. Ce qui est hyper différent, et moi ça m'a vraiment bluffé, c'est la différence de mentalité entre une mégalopole et un petit village. En fait, on se rend compte que au début, quand elle est dans le village et quand elle revient après au village, enfin à la petite ville, il y a vraiment une différence de mentalité parce qu'en fait, à New York, Ellis, c'est une fourmi dans la fourmilière. On la connaît pas, elle a son cercle d'amis, mais voilà, on sait pas qui elle est.
Et en fait, Anis Corty, on sait qui elle est, on sait ce qui s'est passé, on sait tout. Et en fait, elle ne peut rien cacher à personne. C'est tellement deux mondes opposés qui m'a fait de la peine pour le personnage d'Ellis. Elle ne sait plus à quel monde elle appartient au bout d'un moment. En fait, elle quitte son Irlande natale, elle va à New York. Elle n'est pas vraiment new-yorkaise. Elle quitte New York, elle retourne en Irlande. Elle ne se sent plus, plus irlandaise, c'est pas vraiment ça, mais elle ne se sent plus petite ville de cette ville citadine. Moi, ça m'a vraiment marqué et je pense que je vous recommande vraiment de lire ce livre pour découvrir cette ambivalence entre les petites villes de province, de pays un peu ruraux, et cette différence entre Manhattan, New York, Brooklyn, qui sont des mégalopoles où on est en fait une fourmi dans une fourmilière, et où on est personne finalement, alors qu'Anis Corty, Ellis, est connue par tout le monde quoi. Donc c'était une très jolie lecture, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Je lirai Long Island forcément parce que je l'ai dans ma bibliothèque et parce que j'adore l'Irlande et en fait ça m'a carrément donné envie d'aller en Irlande et en plus d'aller à New York. Donc voilà, c'était vraiment très très intéressant, très chouette, très beau, faut savourer. C'est un roman qui se savoure clairement. Next, c'est Central Park de Guillaume Musso, publié chez Pocket. Musso est un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais un peu plus jeune. Quand je l'ai découvert, j'étais au lycée avec L'Appel de l'Ange qui est et restera mon Musso préféré de tous les temps parce que c'est une histoire que j'ai lue, relue, re-relue, que j'adore. J'ai lu L'Instant Présent, j'ai lu La vie secrète cachée des écrivains, je crois, enfin j'en ai lu beaucoup, mais je n'avais pas lu Central Park. Ça se passe en octobre, donc on était vraiment dans l'automne, dans le début de l'automne, donc pour être dans le mood, là j'y étais. Donc on suit Alice, qui est une policière française qui se réveille menottée à Central Park à Gabriel, jazzman américain, mais qui lui était la veille en Irlande. Alice était à la veille à Paris et lui était la veille en Irlande. Donc c'est super drôle parce que il y a quand même Irlande, New York, on est vraiment sur deux romans qui se suivent, on va dire. Les deux ne se rappellent de rien, mais vraiment zéro souvenir. Et qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi ils sont menottés? Qu'ils sont mutuellement les deux, l'un pour l'autre? Comment c'est possible que deux personnes qui étaient à deux endroits différents se retrouvent au même endroit menottées? C'était un très beau roman, un très chouette roman, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que le personnage d'Alice était très intéressant au niveau de son passé, au fur et à mesure on apprend à la connaître. Gabriel pareil, ils apprennent à se découvrir les deux parce qu'en fait Gabriel et Alice sont mes deux personnages mais complètement opposés. Gabriel et Alice sont un duo complètement improbable parce que Alice est hyper carrée, hyper stressée, elle veut vraiment comprendre ce qu'elle fait là, résoudre son enquête. Paradoxalement, Gabriel est beaucoup plus détendu. Après, il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Au fur et à mesure, on apprend à mieux connaître Gabriel et Alice, ils apprennent à se connaître, leur duo finit par bien fonctionner et ensemble, ils arrivent à trouver les indices de pourquoi ils sont menottés et qu'est-ce qu'ils font à New York. Je me suis vachement laissée porter. Honnêtement, c'est un vrai passionneur, j'avais vraiment du mal à le lâcher. C'est bien écrit, Musso arrive vraiment à chaque fois à écrire des livres qui me happent et qui me donnent tout le temps envie de savoir la suite. Chose que tout le monde ne sait pas faire. L'écriture est très facile, vraiment une plume qui me parle. Les plot twists m'ont vachement surprise aussi. Je me suis vraiment laissée porter quand les dénouements se font. Voilà, je me suis dit, ah, je reconnais bien l'auteur. Ça m'a fait sourire parce que pour avoir lu beaucoup de Musso, et je pense que c'est un des rares auteurs que j'ai vraiment beaucoup lu, du coup je peux avoir ce regard d'écriture. Il a cette façon d'écrire et son style. En fait, quand j'ai lu le plot twist, le retournement de situation, ceux qui ont lu du Musso, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, parce que Musso a vraiment son style à lui, et en fait, quand j'ai repensé à d'autres livres que j'ai lus, ça m'a fait penser à d'autres livres. Parce qu'il a ce même style et ce même effet, en fait. Et sur le moment, tu sais, je m'en rendais pas compte. Et quand j'étais sur les fins, avec les plot twists qui s'enchaînaient, bon, déjà, je me laissais surprendre, parce que c'est super bien construit et c'est super bien fait. Mais quand j'ai fini le livre, je me suis dit, c'est du Musso. Vraiment, la construction et la plume, c'est lui. Mais après, voilà, je peux le dire parce que j'en ai lu beaucoup. Je pense que je ferai une vidéo sur tous les livres de Musso que j'ai lus. Je pense qu'il doit y en avoir bien 6, 7. J'essaierai de me rappeler du nombre et je vous mettrai ici le nombre de livres de Musso. J'ai poncé cet auteur pour avoir lu plein de Musso. Je trouve, mais ça n'engage que moi. Après,
on peut en parler dans les commentaires si vous avez déjà lu du Musso ou si vous avez déjà lu plein de livres d'un même auteur et que vous ressentez est-ce que vous ressentez ça avec d'autres livres. Franchement, je suis grave curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Mais quand il s'agit de Musso, par rapport à cet auteur-là, je trouve que ses anciens romans, ses premiers, fonctionnent mieux que ses récents. Les derniers romans de Guillaume Musso que j'ai lus me laissaient littéralement sur ma faim. Je me disais, le livre était incroyable et la fin, tout ça pour ça. Pour revenir au livre, Central Park fonctionne super bien, les personnages sont vraiment chouettes. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le parce qu'il est vraiment très sympa. Il met bien dans l'ambiance de l'automne. Les descriptions sont vraiment bien faites. J'ai vraiment été enveloppée par l'ambiance automnale de Central Park et de New York. Que ce soit avec les descriptions, ces dorés, ces feuillages, ces températures douces qu'est l'automne, ou drastiquement différemment la tempête et les températures qui chutent qu'on peut souvent avoir en automne. Il décrit parfaitement bien New York. Je vous dis, les deux romans sur New York et Brooklyn se complétaient parce que j'ai vraiment eu un enchaînement de New York qui se complétait hyper bien. Donc voilà, pour l'intrigue, les personnages et les descriptions, l'atmosphère, lisez-le. Et puis découvrez L'Appel de l'Ange, parce que L'Appel de l'Ange, c'est une merveille, il est incroyable. Pour finir, c'est une BD de Manon et Y Blondin, publiée chez Bambou, qui était dans ma pile à lire d'automne. Donc c'est l'histoire de Mia, qui est une psycho-rigide. Tout est millimétré dans sa vie. Franchement, j'ai trouvé pire que moi. Mia a une vie hyper rigide, très rangée, tout est compartimenté, tout est hyper carré avec Mia. Ça a du bon, mais ça a aussi du moins bon parce qu'en fait, elle ne laisse pas place à l'imprévu. Au bout d'un moment, ça se répercute sur les autres, quoi. En fait, son caractère hyper psychorigide, elle s'éloigne en fait de son chéri, elle s'éloigne de ses collègues de travail, elle s'éloigne de sa mère, de ses amis. Tout est tellement encadré dans des cases que les gens de son entourage sortent de ces cases-là pour s'éloigner d'elle. Et du coup, apparaît sa petite voix, qui est une enfant de 7 ans, pour mettre le bazar dans sa vie et redonner en fait de peps, de la couleur et de la gaieté dans sa vie et laisser plus place à l'imprévu. Les illustrations, comme les deux premiers tomes m'avaient vraiment conquise, je les trouve vraiment très belles, très douces, très colorées. C'est chapitré, enfin voilà, c'est vraiment super chouette. Après, je ne vais pas vous cacher que c'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé que la BD mettait un peu de temps à se mettre en place par rapport aux deux premiers tomes. J'ai beaucoup aimé, hein, la BD est magnifique, l'histoire est super bien, moi ça m'a vraiment fait du bien, c'est vraiment une BD doudou câlin, mais mon cœur reste aux deux premiers tomes. Et en fait, Mia m'a exaspérée. Pendant la moitié de la BD, j'en pouvais plus de Mia, elle me rendait zinzin. J'avais de la peine pour elle parce que, en fait, elle s'éloigne de tout le monde et elle subit son mauvais caractère. Et à la fois, même moi, elle me rendait dingue, même moi, elle me gonflait. J'avais envie de dire, mais détends-toi. J'avais envie de lui dire comme à une copine ou comme à ma soeur ou à même de ma famille, mais il n'y a pas le feu au lac, enfin tout va bien. Et heureusement que la petite voix de Mia arrive parce qu'elle a détendu Mia et Mia s'est remise en question. Et ça a vraiment permis à ce que la BD m'apaise. Et ça reste quand même une lecture hyper mignonne, hyper tendre, avec de belles illustrations. Donc voilà, il y a de la couleur, il y a de l'humour. J'ai beaucoup souri en la lisant. On finit par s'attacher à Mia. Je vous conseille de la découvrir parce que c'est vraiment une BD qui fait du bien et vous fera sourire et qui vous permettra aussi de vous donner des conseils en fait par rapport à ça. Ce qui m'a manqué et ce que j'ai adoré dans les deux premiers tomes, c'est les conseils à tous les chapitres. Et j'ai trouvé que c'était un petit plus dans les deux premiers tomes. Ça m'a un petit peu manqué, mais je pinaille un petit peu quoi. Le Zita, c'est le petit détail qui faisait que je trouvais qu'il y avait un petit peu ce côté développement personnel, le 1 et le 2 qui m'avaient plu et qui là manquait un peu. C'est juste le petit bémol, je vous la recommande très grandement parce que, mine de rien, elle est quand même très très chouette cette petite BD. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 3 recommandations de livres vous donneront envie. N'hésitez pas à vous me conseiller des livres que vous avez lus récemment ou me dire si vous les avez déjà lus et que vous avez pensé de ces romans-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.
N'hésitez pas à checker la barre d'infos, il y a toujours la timeline, il y a le récap des livres si jamais, il y a mon Insta de livres. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, salut!